Dans cette deuxième vidéo sur le calcul de limite, on va approfondir ce qu'on a vu précédemment en s'intéressant, comme on l'avait dit, maintenant à voir comment on va pouvoir régler les formes indéterminées qu'on a rencontrées précédemment. Alors, le point fondamental pour ça, c'est un théorème qui permet de comparer les infinis et les zéros dont on parlait tout à l'heure, comparer la force avec laquelle, la vitesse avec laquelle on va vers l'infini ou vers 0, et qui va permettre donc dans une multiplication entre 0 et l'infini, ou une division de l'infini par l'infini ou de 0 par 0, de savoir quelle est la partie qui va l'emporter et qui va emporter avec elle le résultat final de la limite. Alors, ce résultat fondamental, c'est ce qu'on appelle le théorème de croissance comparée, qu'on va, on va dire, étoffer un petit peu avec tout ce qu'on peut avoir comme petite subtilité supplémentaire. Alors, donc, pour ça, je précise bien qu'on s'intéresse ici pour le moment à ce qui se passe quand on a un produit de deux quantités simples, basiques. Et après, on verra comment ça se passe si jamais on a un produit de quantités compliquées, qui seraient elles-mêmes d'autres opérations, des sommes, des composés. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va pouvoir arriver à régler ça? Donc, mais ce principe fondamental, c'est ce principe des produits simples. Et on verra qu'après, sur toutes les autres opérations, toutes les autres formes indéterminées, l'objectif sera de ramener, de transformer la forme pour se ramener à ce produit simple qu'on réglera avec les comparaisons qu'on va donner là. Alors, les comparaisons fondamentales que donne le théorème de croissance comparée, c'est la comparaison donc des infinis ou des zéros obtenus avec log de x à une certaine puissance, alors qu'on va nommer alpha. Dans tout ce qui va suivre, alpha, bêta, gamma, les nombres qu'on mettra en puissance seront systématiquement des nombres fixés, a priori soit strictement positifs, soit strictement négatifs. Si ça vaut 0 sur une puissance, il n'y a plus de nombre dessus, donc ça n'a pas grand sens. On va s'intéresser déjà strictement positif, on verra un petit peu les cas qu'on rencontre. Ensuite, les puissances de x, ou la puissance, cette fois-ci on va l'appeler bêta, et les puissances de l'exponentielle. Alors, on va noter exponentielle gamma x, mais on peut noter tout de suite que ça, c'est en fait exponentielle x à la puissance gamma, et il s'agit donc du même principe devant. Ces trois fonctions fondamentales, le logarithme, x, donc la fonction identité et l'exponentielle, et ces trois fonctions-là sont trois fonctions qui ont des différences de croissance extrêmement fortes, et quelles que soient les puissances à laquelle on les met, on va garder le même principe. Ce principe de base qu'on doit connaître, alors ce que j'ai effacé là, qui est bien connu entre le logarithme x et l'exponentielle. Quand on regarde ce que donnent ces choses-là lorsqu'on fait tendre x vers plus l'infini, les trois tendent vers plus l'infini, mais à des vitesses totalement différentes. Log de x va tendre extrêmement lentement. Si on fait sa courbe, il a une allure comme ceci, où il s'aplatit. C'est même extrêmement difficile en visualisant sa courbe de se rendre compte qu'il va effectivement vers plus l'infini, tellement il y va lentement. C'est-à-dire qu'il est censé monter aussi haut qu'on veut, mais il monte tellement doucement que c'est impossible à voir. Il faut monter extrêmement loin pour avoir une petite montée. Enfin, il faut aller très très loin vers la droite pour avoir une petite montée vers le haut, mais ça tend quand même vers l'infini, simplement extrêmement lentement. Vous avez x qui est intermédiaire, qui est une courbe un peu comme ça, enfin un peu comme ça, c'est la droite qui se trouve ici, et donc qui monte à une vitesse, on va dire, stable, et puis donc parfaitement intermédiaire, on monte aussi vite qu'on avance vers la droite. Enfin, l'exponentielle, dont la courbe d'ailleurs est le symétrique du logarithme par rapport à ça, à cette droite-là, elle a cette tête-là, où elle monte extrêmement vite vers l'infini. Voilà, alors le théorème des croissances comparées, il est un petit peu plus précis que ça. Nous, ce qui va nous intéresser après, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que, quelles que soient les puissances qu'on va mettre ici en plus, ce fonctionnement de base va toujours rester, qui est que le logarithme, quelle que soit la puissance où je le mets, sera toujours infiniment moins rapide pour aller vers l'infini que x, quelle que soit la puissance où je mets x. C'est-à-dire que même si la puissance du logarithme est très très grande, et que la puissance de x est très petite, malgré tout,
il y aura toujours le x à la certaine puissance qui va l'emporter sur le logarithme. Sur le même principe, après, entre le x et l'exponentiel, quelle que soit la puissance que je mets sur le x et la puissance que je mets sur l'exponentiel ira toujours infiniment plus vite vers l'infini que le x en question. Alors, ici, je parle de choses qui vont vers l'infini. On peut remarquer que ça veut dire que le gamma, je l'ai pris strictement positif, que le bêta, je l'ai pris strictement positif, que le alpha, je l'ai pris strictement positif. Si je les avais pris négatifs, tout ceci serait en fait, c'est comme si je les avais mis au dénominateur, et j'aurais des 1 sur l'infini, et tout tendrait vers 0. Mais ça, en fait, quand je mets des puissances négatives au lieu de ça, je vais avoir le même fonctionnement, mais du côté de 0. Donc, une fois que j'ai ce principe-là fondamental réglé, je peux aller quand même un petit peu plus loin encore. On peut rajouter 2-3 autres choses. Alors, dans cette grille de l'infini le moins fort, entre guillemets, à l'infini le plus fort, on peut rajouter quelques autres choses. Alors, l'idée va être que les x qui sont à l'intérieur de l'exponentiel, du logarithme ici ou de l'exponentiel ici, je peux aussi leur mettre des puissances. Qu'est-ce qui se passe si je regarde maintenant exponentielle gamma x carré? Où est-ce qu'il va se trouver par rapport au reste? Et qu'est-ce qui se passe si je mets log et je mets un x carré, pareil, devant à la place du x? Je le fais ici avec x carré. Le principe qui est mis là va marcher si je mets x cube, si je mets x puissance 3,5, si je mets racine de x qui est x puissance 1,5. Ça marchera en fait avec n'importe quelle puissance. Donc eux aussi, on va pouvoir les comparer avec les autres. Simplement comment? Alors, au niveau de l'exponentielle, l'idée, si on revoit ce qui se passait sur notre courbe, c'est que l'exponentielle, étant donné qu'elle va très très vite vers l'infini, ça veut dire que même si quand j'ai un écart ici au niveau de la variable, quand je passe dans l'exponentielle, l'écart, il est augmenté. Ça veut dire que là-dedans, quand je veux voir ce qui se passe là entre celle-ci et celle-ci, le x carré étant beaucoup plus grand que le x, ceci est beaucoup plus grand que ceci, l'exponentielle augmente les écarts et donc ceci va rester largement plus fort que l'exponentielle qui se trouve là. Donc si je mets exponentielle gamma x carré, elle va venir ici, dedans. Par contre, si j'avais mis exponentielle gamma racine de x, le racine de x qui est une puissance sur le même principe, c'est lui qui est plus petit, il vient là. Mais ça reste des exponentielles, ça se place comme largement supérieur à tout ce qui peut se passer avec des puissances de x. Quand je suis avec le logarithme, c'est un petit peu plus simple ce qui va se passer, parce qu'en fait, quand je prends le logarithme de x carré, cette fois-ci, si j'ai un écart, c'est ça, avec le logarithme qui s'aplatit, si j'ai un écart au départ, cet écart va être complètement aplati à l'arrivée. Donc même si le x carré est beaucoup plus grand que le x, en fait, ça ne va pas changer grand-chose quand on va les composer par le logarithme. Via tout simplement la formule de base qu'on a sur le logarithme qui nous dit que le logarithme de x carré, ça fait 2 fois le logarithme de x. Tout ça, la puissance alpha, ça vous fait 2 puissance alpha qui est une simple constante qui va multiplier ce qu'on va avoir devant. Et on récupère le même log de x puissance alpha qu'on avait précédemment. Donc en fait, lui et lui, ils sont de même niveau dedans. Mais simplement, là, je vais le transformer immédiatement, faire apparaître ceci comme une certaine constante fois log de x selon la puissance qui se trouve là. Et ça va me permettre de faire apparaître ce que je voulais. Donc ici, j'ai toutes les fonctions simples, basiques, sachant que parmi les fonctions usuelles qu'on connaît, je peux rajouter la racine carrée parce que c'est pareil qu'une puissance de x, c'est x à la puissance 1,5. J'ai toutes les fonctions usuelles et la comparaison dont elles sont les unes par rapport aux autres. Il resterait, pour être capable d'avoir absolument tout ce qu'on veut, simplement être capable de gérer les quelques fonctions trigonométriques, le cosinus, le sinus, la tangente, ce genre de choses-là, qui ont des comportements très simples et qui ne posent pas de problème. Donc ce qui veut dire que ce ne sont jamais eux qui posent des indéterminations. C'est pour ça qu'on n'a pas franchement besoin d'y référer dans ce qui se passe là-dedans. Le cosinus, on se servira du fait qu'il est borné, pareil pour le sinus. La tangente a des limites finies, non nulles, qui ne posent aucun problème. Quand vous passez à leur réciproque, l'arctangente, elle aussi a des limites finies et non nulles. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. Je reviens. Quand on passe aux fonctions réciproques, l'arctangente, elle,
elle n'est pas définie au-delà de moins pi sur 2 et pi sur 2, donc on est sur des points où ça ne posera pas de problème, les fonctions qui se trouvent là. C'est pareil avec l'arc cosinus, c'est pareil avec l'arc sinus. Donc dans toutes les fonctions connues, il n'y a pas de problème là. Si on parle encore, pour terminer, des fonctions CH ou SH, les cosinus ou sinus hyperboliques, ce sont des fonctions qui sont par définition construites à partir de la fonction exponentielle. Donc il suffit de revenir à leur définition avec l'exponentielle pour faire apparaître ces formes-là. Et on sait aussi ce qui se passe avec ces fonctions-là. Tout ça pour vous dire, c'est un petit aparté, qu'en étant capable de comparer tout ce qu'on a vu là, on est en fait a priori capable de comparer n'importe quel produit de deux formes simples qu'on pourra rencontrer. Alors, maintenant, mettons-le en œuvre pour voir un petit peu ce qui se passe. Ce que va nous dire donc au final ce théorème, ce fonctionnement, c'est que si j'ai une forme indéterminée 0 fois l'infini, que ce 0 et cet infini-là viennent d'une forme simple que j'avais devant moi, qui est soit une exponentielle, soit une puissance, soit un logarithme. Pareil pour l'infini. Et celui qui va l'emporter là-dedans, ce sera le plus fort dans l'ordre qu'on avait vu là-dedans. Donc par exemple, si j'ai mon 0 qui est 1 sur log de x, et mon infini qui est x puissance 14, c'est une forme indéterminée puisque j'avais 0 ici et j'ai l'infini ici, mais le théorème de croissance comparée qu'on a vu précédemment me dit que ceci va vers l'infini beaucoup plus rapidement que ceci va vers 0 et que le résultat va être l'infini. Sur le même principe, si ici j'avais eu un 0 qui venait d'une puissance, un infini qui venait d'une exponentielle, l'infini de l'exponentielle l'emportait. Exemple, 1 sur x14, rester sur le même principe, fois exponentielle 5x. Ici c'est l'infini, ici c'est 0. Les croissances comparées me disent que ceci va tendre au final vers l'infini. A fortiori, si j'avais eu ce 1 sur log de x pour faire 0 et l'exponentielle tend beaucoup plus vite vers l'infini que ceci vers 0, et j'obtiendrai l'infini. Et ça va être vrai avec tout ce que je peux obtenir. Alors ici, j'ai pris à chaque fois l'infini qui l'emportait, mais si j'ai l'inverse, et si c'est l'exponentielle qui se trouve là où ça donne 0, c'est l'exponentielle qui va attirer vers 0. Si vous avez un x et un logarithme et que le x se trouve ici, le logarithme ici, c'est le x qui se trouve ici qui va l'emporter et qui va faire attirer tout ceci vers 0. Donc par exemple, le x 1 sur x14 fois 3ln de x, ceci tend vers l'infini, ceci tend vers 0, mais c'est celui-ci qui a la plus grosse force parmi les deux, et ceci tendrait vers 0. Donc tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, bien sûr, s'obtenait lorsqu'on faisait tendre x vers l'infini. Il me reste un dernier cas dans tout ça, c'est le cas où j'aurai quelque chose qui se passe lorsque x tend vers 0. Alors, lorsque x tend vers 0, dans mes croissances comparées, j'ai les mêmes principes, sauf que je peux éliminer l'exponentielle de ce principe-là, puisque une exponentielle, quand je vais faire tendre la variable x vers 0, elle ira tout le temps tendre vers 1 qui est une constante non nulle, donc qui ne pose aucun problème en termes de produit. Exponentielle de quelque chose dépendant de x, que ce soit 3x, que ce soit 5x carré, c'est le même principe. Ça tend lorsque x tend vers 0, vers exponentielle 0, qui fait 1. C'est le cas dans les deux cas. Quand je vais faire 1 multiplié par quelque chose, le 1 ne peut pas donner d'indétermination. Quelle que soit la chose par laquelle je la multiplie, j'ai toujours le résultat. Donc l'exponentielle ne rentre plus en compte. Par contre, ce que je vais avoir lorsque x tend vers 0, je vais avoir des limites. J'ai x à une certaine puissance qui lui va tendre vers 0. Et j'ai log de x qui va tendre vers l'infini, vers plus l'infini. Excusez-moi, qui va tendre vers moins l'infini. Ce qui veut dire que là, j'ai une indétermination possible. Et sur le même principe, on a la puissance qui tend plus vite vers 0 que le log de x tend vers l'infini. Et donc, si j'ai x puissance alpha fois log de x à n'importe quelle puissance bêta,
ça tend, lorsque x tend vers 0, puisque là j'avais 0, là j'avais l'infini, et c'est ce 0 qui est plus fort d'après la croissance comparée, et j'obtiens ceci. Voilà, donc après, bah bien sûr, si j'ai une exponentielle avec un x carré par rapport à une exponentielle avec des x, si j'ai exponentielle 5x carré sur exponentielle 3x, ça ne relève plus directement des croissances comparées, mais ça relevait de ce qu'on disait précédemment. Celle-ci est plus forte, l'emporte, et c'est elle qui va tout embarquer. Maintenant, comme ce sont deux exponentielles, ça se transforme comme ceci. On verra un petit peu après que quand on a ça, il s'agit de prendre le terme prépondérant devant. Je factorise. Sous cette forme-là, j'ai obtenu 1 ici, j'ai obtenu plus l'infini ici. J'ai donc obtenu plus l'infini. Avec mon exponentielle, j'obtiens plus l'infini. Ça veut dire que quand on est entre une exponentielle et une exponentielle, il n'est pas forcément nécessaire de dire celle-ci est plus forte que l'autre. On peut le faire par transformation en utilisant la propriété de l'exponentielle. Si j'avais eu des logarithmes, de la même manière, j'effectue les transformations nécessaires et j'obtiens ce qui se passe. Ce que je disais tout à l'heure sur l'exponentielle quand on la prenait en x carré ou le logarithme quand on prenait autre part, ça a un intérêt lorsque j'ai quelque chose sous cette forme-là, où je veux comparer une exponentielle en x carré qui ne faisait pas partie de mes croissances comparées de base avec, par exemple, une puissance de x, avec x puissance 54. Ici, j'ai un infini en haut, un infini en bas. Alors, justement, c'est l'occasion de revenir à ce qui se passe quand on a des quotients. On disait tout à l'heure, c'est strictement la même chose qu'un produit. Oui, effectivement, ceci, c'est mon infini en haut fois 1 sur l'infini en bas, qui fait 0. Et quand je veux savoir lequel l'emporte entre les deux, l'exponentielle, même si c'est en x carré, bah, elle est encore plus forte que l'exponentielle, qui est beaucoup plus forte que la puissance de x. Donc, entre ces deux tendances ici, la tendance la plus forte, c'est la tendance imposée par l'exponentielle, qui est ici. Je trouve l'infini comme résultat final. Donc voilà comment on va pouvoir utiliser ces croissances comparées pour régler nos problèmes du type 0 fois l'infini, du type infini sur infini ou du type 0 sur 0. On va récapituler les trois formes indéterminées dedans et le fonctionnement général de ce qu'on veut faire. Donc on peut avoir un 0 fois l'infini. Je cherche entre les deux qui est le plus fort. Avec en tête l'exponentielle plus forte. Alors ce symbole qui est le symbole de prépondérance que j'utilise ici simplement pour dire plus fort dans mon produit que la puissance de x plus fort que la puissance de log de x. Une fois que j'ai le plus fort, si c'est 0 fois l'infini et que 0 est le plus fort, j'obtiendrai 0. Si j'ai 0 fois l'infini et que l'infini est le plus fort, j'obtiendrai l'infini. Après ça, j'ai le même principe avec l'infini sur l'infini. Je vais me demander entre les deux qui est le plus fort, avec exactement les mêmes règles que ce qui se trouve là. Si c'est celui du haut qui est le plus fort, ça va tendre vers l'infini, s'il est le plus fort, il impose son comportement. Le comportement de l'infini du haut était de faire aller vers le haut, vers l'infini. Ça donne ça. Si j'ai un infini sur infini, où cette fois-ci, on a identifié que le plus fort était en bas, il impose son comportement. Donc si on voit un peu, lui avait pour effet de nous faire monter, lui avait pour effet de nous faire descendre. Et je peux le revoir ici. Le 0 avait pour effet de nous faire descendre, lui de nous faire monter. Lui vers 0, lui vers l'infini. Il s'est imposé, il nous a fait aller vers 0. Lui, il a pour effet de nous faire 0, descendre, lui de nous faire monter. Si c'est lui le plus fort, il impose son comportement, il nous fait monter. Ici, pareil, c'est le plus fort qui a imposé son comportement, ça nous a donné l'infini. Là, c'est le plus fort qui impose son comportement. Ça a beau être un infini qui est plus fort, il est en bas, il nous fait descendre
et ceci donne 0. Même principe pour terminer, avec le 0 sur 0, où cette fois-ci, c'est celui du haut qui a pour effet de nous faire descendre et celui du bas qui a pour effet de nous faire monter. Si celui du haut se retrouve, toujours avec ces principes-là, comme le plus fort parmi les deux, alors il impose son comportement et nous amène à 0. Si c'est celui du bas qui est le plus fort, alors ça veut dire que c'est lui qui impose son comportement et il nous amène à l'infini. Avec toujours ce principe des problèmes avec 0, quand on a un infini, il faut regarder les signes des deux zéros pour savoir si, au final, on a plus l'infini ou bien moins l'infini ici. Voilà, donc avec ce qu'on a vu là, on a vu le principe fondamental pour obtenir la limite d'un produit simple. À partir de là, on va construire rapidement ce qui se passe lorsqu'il s'agit de faire maintenant une somme simple. Sachant que cette fois-ci, nous n'avons aucun théorème. On va passer aux formes indéterminées sur une somme. Donc, je vais m'intéresser maintenant à une addition qui va donner une forme indéterminée. Et puis, pour compliquer un petit peu les choses, on va prendre 4 termes. Donc, une somme avec 4 termes A, B, C et D. Donc, sur laquelle on cherche à calculer la limite de cette somme-là. Alors, quand on cherche une limite, évidemment, on va commencer par essayer d'appliquer les opérations élémentaires. Et on va imaginer qu'on a obtenu différents résultats pour les 4 valeurs, pour les 4 termes, qui vont nous donner une forme indéterminée. Alors, on peut noter que les formes indéterminées sur la somme, contrairement au produit, il n'y a pas plusieurs formes. La seule chose qui peut poser un problème, c'est le fait d'additionner un terme qui tend vers plus l'infini, ce plus l'infini ayant tendance à tout embarquer vers lui, vers la droite, face à un terme qui tendrait lui vers moins l'infini, ce moins l'infini ayant tendance à tout embarquer vers la gauche, créant un conflit entre les deux comportements. Donc on va imaginer le fait qu'on a effectivement un terme qui tend vers plus l'infini, un autre vers moins l'infini. Donc par exemple, nous pouvons faire ceci. A, on va prendre plus l'infini, mais pour B, 0. Pour C, on a trouvé 4. Et pour D, on a trouvé moins l'infini. Donc, de ceci résulte une forme indéterminée entre les termes A et D, qu'on va essayer de régler. On peut déjà, pour commencer, remarquer que les termes B et C, quand on additionnera 0 ou 4 sur les limites, quel que soit le résultat par ailleurs, ne peuvent pas poser d'indétermination sur une somme. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est cibler le réglage de la forme indéterminée là où elle se trouve. Donc je vais simplement réordonner cette somme en mettant devant les termes qui justement ne m'intéressent pas trop pour faire apparaître finalement la réelle forme indéterminée entre A et D, où nous avons donc 1 plus l'infini ici et 1 moins l'infini ici. Donc l'objectif va être d'arriver à comprendre qui, entre ce A qui tend à nous faire aller vers plus l'infini, entre ce D qui tend à nous faire aller vers moins l'infini, va l'emporter, ou s'il y a une compensation entre les deux qui nous amène finalement à une limite finie. Alors pour ça, justement, nous disposons des comparaisons des infinis que nous avons vues lors des formes indéterminées sur le produit. Cette comparaison des infinis permet de visualiser la force d'un terme qui tend vers l'infini. Est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il nous entraîne vite vers l'infini, ou est-ce qu'il nous entraîne plus lentement? Intuitivement, on peut essayer de comprendre que plus l'infini en question sera fort entre celui de A et celui de D, plus il va nous entraîner fortement vers la droite ou vers la gauche, en tout cas dans son comportement. Et donc finalement, intuitivement, si l'infini de A, par exemple, est plus fort que celui de D, alors il y a toutes les chances que ce soit ce A qui s'impose, qui impose son comportement et qui nous amène donc, plutôt vers la droite d'ailleurs, vers plus l'infini. Alors, le problème, c'est qu'il faut maintenant arriver à le vérifier et à le faire apparaître correctement. Et pour ça, il faut qu'on fasse apparaître la forme de produit que nous connaissons et qui permet d'appliquer le théorème de croissance comparée. Pour ça, en fait, ce A qui est censé imposer son comportement
parce que son infini est censé être plus fort, on va factoriser par lui de manière à déplacer l'indétermination au niveau d'un quotient entre D et A qui, lui, va résulter des formes indéterminées sur un produit. Alors, ça va donner donc, le B et le C ne bougent pas. Donc, j'imagine que ce soit ce A, hein, donc, qui est le terme qui est censé imposer son comportement. Je factorise par lui, et il va me rester à l'intérieur, du coup, 1 plus D sur A. Et on peut voir qu'effectivement, il y a eu déplacement du conflit entre A et D, qui se trouve non plus maintenant sur la somme, mais ici, dans un quotient. Et donc, on est en train de s'intéresser à ce quotient-là. Et, étant donné ce qui est en train de se passer, obligatoirement, nous avons des termes infinis, effectivement, des facteurs infinis, pardon, le D tend vers moins l'infini, le A vers plus l'infini. Ils sont maintenant sur un quotient, c'est-à-dire que ce D, en oubliant les signes, puisque nous nous trouvons maintenant sur un produit, ce D a un infini qui se trouve au numérateur qui a tendance à nous amener vers le haut, vers l'infini, tandis que ce A se trouve au dénominateur et a tendance à nous amener vers le bas, vers 0. Étant plus fort, c'est ce qu'on a supposé depuis le départ, et on a choisi de factoriser par celui dont on pensait qu'il allait imposer son comportement. Si c'est bien le cas, si on ne s'est pas trompé, cet infini qui se trouve en bas l'emportant, il va amener le résultat final à 0. À partir de là, on peut se rendre compte qu'effectivement, on vient de régler l'indétermination entre D et A, et il n'y aura plus aucun souci. Après ça, nous nous retrouvons avec tout le facteur entre crochets qui tend vers 1, et par définition, dans un produit avec le A qui se trouve à côté, le fait de multiplier par 1 ne peut pas poser de souci, ne peut pas poser d'indétermination. Effectivement, celui-ci va donner plus l'infini. Et au final, on se rend compte que maintenant, ce terme A plus D qui posait souci a été transformé en produit de quelque chose qui était le plus important, grand A, plus l'infini, fois quelque chose qui tend vers 1. La forme indéterminée a été réglée. Nous pouvons rajouter les termes B et C qui se trouvaient devant. Effectivement, ils ne posent aucun problème. Nous retrouvons avec 0 plus 4 plus l'infini et nous obtenons notre limite finale. Ceci tend vers plus l'infini. Alors maintenant, on va vérifier que si c'était D, le terme qui était censé imposer son comportement, il y aurait eu exactement le même fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a fait ça? On va revenir un petit peu en arrière et on va faire la même chose. Si c'est D qui impose son comportement, alors c'est par D que l'on va forcer la factorisation. Et on va de même faire apparaître un quotient qui sera A sur D, qui va tendre vers 0. Et le D va se retrouver devant, avec sa limite moins l'infini, pour imposer une limite finale moins l'infini. Vérifions-le très rapidement. Cette fois-ci, donc c'est D, le terme qui impose son comportement. Ça va donc donner, en factorisant ceci, avec à nouveau un conflit déplacé sur le quotient avec le terme par lequel on a factorisé D qui se retrouve au dénominateur et qui va donc imposer son comportement d'un infini se trouvant au dénominateur et nous amenant vers 0. Ceci va tendre vers 0. Ce facteur avec le 1 va tendre vers 1. Nous obtenons bien le moins l'infini espéré ici. Et notre intuition se trouve bien confirmée. L'infini du D étant plus fort, il a bien imposé son comportement pour nous faire tendre vers moins l'infini. Alors, maintenant qu'on a vu comment gérer les formes indéterminées sur des produits simples et sur des sommes simples, on va terminer cette vidéo sur les formes indéterminées basiques avec quelque chose qui commence à se compliquer quand même un petit peu, où on va maintenant s'intéresser à des produits un petit peu plus compliqués dans lesquels, au lieu d'avoir des facteurs seulement simples, on va retrouver des facteurs qui sont même des sommes de plusieurs termes. Alors, on va mettre ça en place. Donc on va s'intéresser à des produits, et puis histoire d'être bien complet, on va aussi mettre des quotients, puisqu'on avait vu que cela résultait des mêmes fonctionnements, entre les facteurs, voilà, que je prends un petit peu plus lourd. On va prendre une forme assez générale. Et donc chacun de ces facteurs est un peu plus compliqué et se
compose d'une somme de plusieurs termes. Pour fixer les choses, je vais mettre 3 termes à chaque fois. Voilà. Et chacun va avoir cette même forme. Hop. Et donc, nous imaginons que nous cherchons à calculer la limite d'une quantité qui s'exprime sous cette forme-là. Alors évidemment, la plupart du temps, on va retrouver moins de facteurs que ce que j'ai mis là, mais ça va nous permettre de faire un état des lieux de tout ce qui pourrait se passer et de bien visualiser le fonctionnement général. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on cherche à calculer une limite, la première chose qu'on va faire, c'est toujours appliquer les opérations élémentaires. Et donc, on va commencer sur chacun des termes de chacune des sommes qui constituent le produit final, regarder toutes les valeurs des limites de chacun de ces termes-là. Alors, mettons, fixons les choses, qu'on ait obtenu un premier où nous avions plus l'infini, 0 et moins l'infini, un deuxième avec plus l'infini, 0 et moins 1, un troisième, 0, 0 et 0, un quatrième qui serait plus l'infini, 1 et plus l'infini, moins l'infini et moins 4, et enfin 1, 0 et moins 1. Une fois qu'on a fait ça, a priori, l'étape d'après consiste à aller identifier les limites de chacun des facteurs ici, qui se trouvent là. On trouverait une indétermination pour celui-ci, plus l'infini ici, 0 ici, 0 ici, moins l'infini ici, plus l'infini ici. Alors déjà, étant donné qu'il y a une indétermination sur cette première somme ici, nous serions censés, pour régler le problème de cette somme-là, déterminer quel est le terme entre A1 et C1 qui est censé imposer son comportement et effectuer ce qu'on a vu juste avant, factoriser par ce terme-là pour faire apparaître la limite finale de ce facteur-là. Mais ensuite, quoi qu'il se passe, avec les zéros qu'on a au numérateur ici et au dénominateur ici, ou avec les différents infinis qu'on trouve entre là et là, ou la multiplication des infinis ici avec le 0 qui va se trouver là, nous avons de toute manière, après, au niveau du produit, des indéterminations entre le produit de ces différents facteurs. Et c'est cette indétermination-là qu'il nous reste au final à régler. Alors comment faire pour arriver à s'en sortir, sachant que maintenant, les facteurs sont trop compliqués pour pouvoir faire apparaître simplement, directement, les croissances comparées que nous avions vues précédemment, qui ne s'appliquent qu'entre des expressions suffisamment simples où il n'y a aucune somme qui se multiplie facilement entre elles. Alors l'idée va être de s'appuyer sur ce qu'on avait déjà vu précédemment pour pouvoir régler une indétermination sur une somme. On avait vu que quand on avait une somme de plusieurs termes, en factorisant par le terme fort, le terme qui impose son comportement dans cette somme, nous faisions apparaître une forme où nous avions ce terme-là, en imaginant que ce soit A parmi les trois A, B, C, facteur de 1, plus, et ensuite des termes. Si je ne me suis pas trompé en identifiant le terme qui doit imposer son comportement, les deux facteurs ici doivent tendre vers 0 parce que c'est l'infini du dénominateur qui est censé l'emporter. Et au final, on se rend compte que on a transformé en un produit dans lequel il y a une partie qui tend vers 1, qui a beau être compliquée, c'est elle qui a encore cette forme compliquée avec plusieurs facteurs, mais qui, tendant vers 1, ne nous pose plus aucun souci. Parce que dans la multiplication finale, quand on multiplie par 1 dans des limites, ça n'a aucun effet et ça n'a aucune possibilité de créer une indétermination. Et au final, on se rend compte que si on fait ça partout, on va pouvoir récupérer une forme sur laquelle nous allons avoir un produit de deux fractions dans laquelle, dans la première, je vais récupérer les termes forts, les termes qui sont censés imposer leur comportement de chacune des sommes. Il y en aura 6. Et quand on va les multiplier, on a maintenant des choses simples, qui n'ont plus que la forme d'un seul des termes précédents,
et donc qui ont maintenant cette forme ici, correspond au réglage d'une forme indéterminée sous forme de produit que nous avions vu précédemment avec des croissances comparées. On va simplifier des fois s'il y a des termes qui se simplifient dedans et ensuite identifier la force des infinis qui sont devant nous pour appliquer ces croissances comparées et conclure. Alors à côté, il va rester quelque chose malgré tout, il va rester chacun des facteurs ici qui s'écrivait comme ceci et qui tendent vers 1 au final. Mais puisqu'ils ne font que tendre vers 1 et ne posent aucun problème de limite, moi je vais me contenter de les écrire comme ceci. Ce sont 6 facteurs qui tendent chacun vers 1 et qu'on retrouve ici 3 en haut et 3 en bas. Et donc au final, tout ça, le tout, ne fait que tendre vers 1 par opération élémentaire et immédiate. Et donc, finalement, si on arrive à régler le problème ici, ce qu'on est censé être capable de faire, en multipliant par 1, nous aurons bien la limite finale de l'ensemble de notre expression de départ. Alors maintenant, il reste à comprendre comment on va pouvoir identifier à chaque fois le terme qui l'emporte. Et ce terme qui l'emporte doit être donc celui qui impose son comportement à la somme. Pour donner une petite idée, ici, il y a des endroits parmi les 6 que j'ai mis où c'est assez facile de le repérer, d'autres endroits où c'est beaucoup plus compliqué. L'endroit où c'est le plus facile ici de le repérer, c'est lorsqu'il y a vraiment un terme qui a à lui tout seul imposé sa limite. Ici, si nous prenons ce deuxième facteur ici, entre A2 qui tendait vers l'infini, B2 vers 0 et C2 vers moins 1, la limite finale de ce facteur était plus l'infini, et il est clair que c'est A2 et uniquement A2 qui a imposé ce comportement-là. Il est donc clair que c'est lui par lequel je vais factoriser, et ici, ce serait forcément A2 que je retrouverai pour représenter la somme qui se trouve ici, comme étant celle qui a imposé, qui a donné ce comportement infini à ce facteur-là. Mais il y a d'autres endroits où c'est beaucoup moins clair. Si nous prenons la première, nous avons ici 2 termes infinis qui imposent une complication, qui imposent une indétermination, et il va être nécessaire d'identifier le plus fort, celui qui s'impose entre les deux, pour savoir si c'est A1 par lequel je factorise, ou bien C1. Il y a même des complications encore plus fortes possibles, parce qu'il n'est pas certain qu'un des deux va réellement s'imposer. Nous pouvons être en présence de 2 infinis qui se compensent pour obtenir une limite finie. Et mettons que A1 plus C1, ça donne un résultat qui se compense pour donner une limite 4. Au final, nous aurions un facteur total qui tend vers 4, et le facteur à sortir qui a imposé sa limite entre A1 plus B1 plus C1, c'est 4, qui n'apparaît même pas dedans, mais qu'il faudrait faire apparaître pour pouvoir factoriser par lui et avoir quelque chose qui tend vers 1. Bon, ça dépend un petit peu évidemment de ce qu'on a devant nous. Nous avons le cas, par exemple ici, maintenant, où nous avons 3 termes qui tendent tous vers 0. Alors, en termes de limite, tout le monde a donné la valeur 0. Donc, il n'y en a pas un qui a l'air d'avoir imposé sa limite parmi eux. Mais pourtant, entre des zéros, il y a différents niveaux de force dans les zéros pour savoir, quand on va multiplier par 0, ce n'est pas du tout la même chose de multiplier par quelque chose qui tend vers 0 très vite ou par quelque chose qui tend vers 0 très lentement. Et ici, il faut, pour pouvoir, lorsqu'on va factoriser, mettons là-dedans, par A3 et obtenir ceci, c'était, oui, et C3 sur A3. Si nous voulons que ceci tende vers 1 pour arriver à la forme que nous souhaitons, il faut que les zéros qui se trouvent là, à chaque fois, il faut que, pour que ceci tende vers 0, il faut que ce soit le terme du haut qui ait imposé son comportement. Mais sur des termes qui tendent vers 0, sur des facteurs qui tendent vers 0, pardon, entre un 0 en haut et un 0 en bas, pour que le 0 impose son comportement, il faut que ce soit quelque chose de plus petit, quelque chose qui tende plus vite vers 0 pour imposer son comportement à l'autre. Donc, le A3 que nous devons sélectionner, c'est à nouveau le terme le plus grand parmi les 3, celui qui tend le moins vite vers 0, qu'il va falloir déterminer pour factoriser par lui et avoir effectivement
ce que l'on souhaite, des choses qui tendent vers 0, et il n'y ait plus d'interrogation que ceci tende bien vers 1. Donc il va falloir encore être capable de comparer des zéros, et contrairement à ce que l'on faisait dans les produits, chercher non pas qui tend le plus vite vers 0 pour imposer son comportement dans un quotient, mais qui tend le moins vite vers 0, qui est le plus fort malgré tout, pour imposer son comportement dans la somme. Après, nous avons encore d'autres possibilités. Un cas intéressant que l'on retrouve sur ces deux facteurs ici, nous avons ici, pour ce quatrième facteur, deux termes qui ont tous les deux amené la limite vers plus l'infini. E2, au lieu de s'opposer, comme c'était le cas entre plus l'infini et moins l'infini dans le premier que nous avons regardé, ils s'additionnent, ils fonctionnent ensemble pour nous amener vers plus l'infini. Et pourtant, nous n'en voulons pas deux, nous n'en voulons qu'un seul à la fin. Pour ceci, on va malgré tout, même s'ils ne se sont pas opposés, chercher lequel est le plus fort entre les deux pour savoir quel est le meilleur représentant, quel est celui qui a encore plus imposé sa limite par rapport aux autres. De façon à ce que, à nouveau, quand on effectue la factorisation, on obtienne bien quelque chose, 4, et quelque chose qui tend vers 1. Pour ceci, si je veux que ceci marche, il faut que le A4 ici soit un infini plus fort que le C4 que nous avions de l'autre côté. Il s'agit en fait d'envoyer, même si nous avons des choses qui ne se sont pas opposées, pour pouvoir effectuer l'indétermination finale, le réglage final que nous obtiendrons là-bas, ici, pardon, il faut que nous envoyions le représentant le plus pertinent de la somme en question, celui qui a réellement imposé sa limite, même si l'autre a été dans le même sens. Nous aurions exactement la même chose avec les deux termes moins l'infini ici, qui ne s'opposent pas, mais qui nécessitent malgré tout de déterminer lequel l'a emporté pour pouvoir nous amener ici. Enfin, nous avons dans le dernier cas, ici, la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est une somme qui tend vers 0, avec une compensation de deux termes qui donnaient des constantes, ici. Ceci est extrêmement compliqué à régler parce que il y a effectivement deux termes qui ont l'air beaucoup plus forts que l'autre, mais ces deux termes se compensent. Et au final, on obtient que le total tend vers 0. Et pour arriver à savoir de quelle manière il tend vers 0, quelle est la force de ce 0 en question, nous allons être obligés de prendre ce 1 et ce moins 1 qui se sont compensés pour donner 0 et de comprendre ce qu'il a résulté de la compensation en question. Or, ce qu'il a résulté n'est pas écrit dessus. Si on peut imaginer qu'on aurait exponentielle x, qu'on avait un x qui tend vers 0 et qu'on avait exponentielle x ici plus 2x moins 1, et ceci qui tend vers 1, ceci qui tend vers moins 1, ceci qui tend vers 0, quand je effectue exponentielle x moins 1, je ne vois pas. Elle se compense pour donner 0, mais je ne vois pas ce qu'il reste. Je ne vois pas si c'est plus fort que le 2x qui se trouve au milieu, si c'est moins fort, si c'est de la même force. Et je suis extrêmement ennuyé pour arriver à déterminer quelle est la force du 0 et par quoi il faut factoriser pour arriver à obtenir la forme ici. Alors, ce cas le plus complexe, ce sera l'objet de la dernière vidéo que nous effectuerons, l'utilisation de ce qu'on appelle les développements limités, qui permettent de transformer la forme d'une expression un peu compliquée, comme le exponentiel x, uniquement au voisinage d'un point, comme 0, en une expression plus simple, dans laquelle apparaîtra la compensation avec le moins 1, et dans laquelle on pourra voir, visualiser ce qu'il reste, et notamment le comparer aux autres termes qui se trouvent devant nous. Voilà, alors, il reste, au-delà de ce problème-là, une autre subtilité, précision que nous n'avons pas encore regardée. Au niveau des opérations possibles, nous n'avons pas du tout considéré ce qui pouvait se passer avec des composés. Alors, les composés vont pouvoir se placer à plusieurs endroits et vont pouvoir poser plusieurs types de complications. Nous les étudierons dans la prochaine vidéo en regardant toutes les possibilités de placer une composée par rapport au principe général déjà vu ici et comment elle se règle ou si elle pose ou non des soucis.